Voilà, je disais que CNN Solidarité a lancé depuis le 26 mars des classes digitales gratuites animées par des coachs professionnels. La première partie de ces classes portait sur comment se connecter à l'essentiel, comment faire une pause et se connecter à soi-même. Nous avons alors accompagné les personnes à plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour une plus grande conscience de soi. Nous les avons invités à chercher leur puissance personnelle. Et dès l'annonce de la date du déconfinement, l'équipe a pensé à aider ses participants à se préparer à l'après-confinement avec de nouveaux thèmes qui traitent de l'efficacité personnelle, de la motivation et de la résilience. Rising Up Together est un appel à l'action. Aujourd'hui, c'est une session spéciale pour célébrer le coaching, sachant que cette semaine correspond à l'ISCF Coaching Week, qui est un événement qui permet aux coachs professionnels d'expliquer le coaching au grand public. Avec nous aujourd'hui, Dr Sana Miko, fondatrice du cabinet Insight Coaching, coach certifié et membre de plusieurs associations. Elle est aussi la fondatrice de Coaching News Magazine. Merci Najat pour cette présentation. Par précaution, je vais encore demander une fois à Raja de désactiver les micros. Aujourd'hui, c'est une session spéciale car elle s'inscrit dans un événement mondial autour du métier de coach. La Fédération internationale de coaching à laquelle j'adhère, je suis membre, je suis aussi certifiée par cette fédération, organise chaque année une semaine pour que les coachs expliquent au grand public ce qu'est le coaching et à l'occasion offrir du coaching solidaire. Le thème que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est le coaching et résilience. Cette présentation sera structurée selon 3 points essentiels. D'abord, qu'est-ce que le coaching, ses origines, ses bénéfices? Qu'est-ce que la résilience? Et comment le coaching peut aider les leaders à devenir plus résilients? Je commencerai par décrire le contexte actuel. Aujourd'hui, nous sommes devant plusieurs challenges. Nous devons relever plusieurs défis. Nous sommes toujours à vouloir être plus performants, être à la hauteur des attentes, développer des compétences professionnelles, avoir des qualités sociales pour mieux communiquer avec les autres, être plus créatif pour répondre aux changements. Nous sommes à même de répondre à toutes ces questions. Comment être une personne qui réussit? Qu'est-ce que la réussite? Au niveau de l'entreprise, l'entreprise se voit et prend conscience de plus en plus qu'elle ne peut pas séparer le bien-être de ses salariés avec le profit financier. Elle est aussi face à une
plus grande complexité. Les paramètres deviennent de plus en plus nombreux. On ne peut plus faire un plan d'action sans le voir voué à l'échec parce qu'il y a eu quelque chose d'imprévu comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce que vous pensez que le plan d'action sur 3 ans ou 5 ans a un sens aujourd'hui? Nous sommes dans une période où il faut surfer sur la vague du changement. Nous devons faire, l'entreprise doit faire face à des crises. Comment développer l'intelligence collective? Parce que ensemble, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. La solution est du côté du coaching et je vais vous expliquer comment. Au niveau de la personne, nous aspirons tous à cette personne complète qui sait investir les différents domaines de sa vie, qui sait réussir sur le plan physique et santé, qui sait réussir sur le plan de la finance et de la carrière, qui trouve des solutions pour se sentir bien dans sa famille et dans son foyer. Être aussi une personne spirituelle, participer à des œuvres et à des associations à but non lucratif. Être un acteur de la société, avoir développé des compétences et savoir se réactualiser régulièrement. Donc, nous aspirons tous à cette personne complète. Alors, comment faire? Est-ce qu'on réussit seul à le faire? Oui, certainement. Mais qu'est-ce que le coaching peut apporter de plus pour que ces aspirations puissent voir le jour? Et vous comprenez simplement en regardant cette roue que le problème de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle émerge. Comment équilibrer entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle? Le monde est devenu de plus en plus exigeant, que ce soit le monde de l'entreprise, mais nous-mêmes, nous devenons de plus en plus exigeants parce que nous aspirons à une forme de réalisation de soi, une réalisation sur tous les plans. Et nous sommes des êtres qui, de façon innée, cherchent à évoluer. C'est un élan vital. Évoluer est un élan vital. Et face à toutes ces exigences, certaines personnes réussissent mieux que d'autres. D'autres ont besoin de faire appel à un tiers pour les accompagner sur le chemin de la réalisation de soi, sur le chemin du bien-être et de la performance. Même au niveau des salariés. Avant, on se disait, bon, si on améliore les salaires, on augmente les salaires, eh ben, on va avoir une meilleure motivation. Si on va sur les besoins un peu plus supérieurs, qui sont de l'ordre de l'estime de soi et de la reconnaissance, on s'est dit, bon, si on offre des signes de reconnaissance à nos salariés, on va obtenir plus d'implication et d'engagement. Sauf que ce n'est pas le cas. Il faut aller monter encore plus haut, plus haut. Il faut aller voir le besoin supérieur qui est la réalisation de soi, parce que la réalisation de soi est directement liée au sens que l'on donne à notre vie, à notre mission dans l'entreprise, aux tâches du quotidien. Si on ne sait pas
pourquoi et pour qui nous agissons, la motivation et l'engagement et l'implication ne sera pas au rendez-vous, que ce soit par rapport à un projet personnel, de développement personnel, ou par rapport à une motivation sur le plan professionnel. Donc, face à toutes ces exigences, a émergé un nouveau métier, une nouvelle profession, le coaching. Le coaching a pour origine le mot coach. Coach, c'est ce véhicule qui est tracté par 2 ou plusieurs chevaux. C'est 2 à 6 chevaux. Le cocher est assis à l'avant sur un banc élevé. Et donc, il permet à ses clients d'arriver à la destination que ses clients ont définie. Ce n'est pas le coach qui définit la destination, mais vous comprenez que ce sont les voyageurs qui définissent la destination. Et le cocher est là pour les transporter. Donc, c'est un moyen de transport. Donc, vous voyez qu'il y a l'idée de mouvement. Donc, le coach aide son client à se mettre en mouvement vers la destination que ce client lui-même a définie. Ce mot a été utilisé pour la première fois, le mot coach. Le coach a été utilisé pour la première fois à l'université d'Oxford pour désigner un répétiteur qui aide un étudiant à préparer son examen. Mais depuis les années 50 et 60, on a vu ce métier se développer dans le monde de l'art et du sport. Au niveau du sport, il y a un grand entraîneur et coach qui a donné, dont les travaux ont été une base pour la réflexion autour de ce métier, du pourquoi de ce métier et du processus, parce que le coaching est un processus et donc il a apporté les bases pour comprendre le processus de changement. Timothée Gallwey en explique les fondements dans son livre The Inner Game of Tennis. Donc, c'était un entraîneur de tennis. Et je vous en parlerai tout à l'heure parce que sa formule a été une source de réflexion, un point de départ pour le métier de coach comme on le connaît aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1980, en France, que le mot coaching apparaît dans le monde sportif et il va remplacer le mot d'entraîneur. Au milieu des années 90, ce nouveau métier est transposé au monde de l'entreprise et on va assister à la création de la Société française de coaching. Je reviens vers les travaux de Timothée Gallwey dans son livre The Inner Game of Tennis. Il explique que la performance est égale au potentiel moins les interférences. Il explique de façon claire que pour atteindre son plein potentiel, nous avons besoin d'aller nous occuper des interférences. C'est quoi ces interférences? Ces interférences, ce sont tous les doutes,
les préoccupations de notre esprit. Peut-être lorsqu'on est dans le jeu, imaginez un joueur de tennis, quand il joue, il y a un jeu extérieur et un jeu intérieur. Le jeu extérieur, il se joue contre son adversaire. Et le jeu intérieur, c'est tout ce qui se passe dans l'esprit du joueur, dans son mental. Et c'est là, à l'intérieur, dans le jeu intérieur, que le joueur rencontre ses démons. Il rencontre ses peurs, ses doutes. Ils peuvent même ressentir de l'anxiété. Et cela va agir sur son jeu extérieur. C'est comme des interférences qui vont amoindrir la performance du joueur. Donc, pour atteindre un niveau d'excellence, on a besoin d'utiliser son esprit, son état émotionnel interne, et on a besoin aussi d'utiliser notre corps. Donc, vous comprenez que l'enjeu du coach est d'aller minimiser, voire éliminer ces interférences pour permettre aux joueurs d'avoir et de présenter le meilleur jeu, son meilleur jeu, être dans sa meilleure forme et être dans son plein potentiel et utiliser son plein potentiel. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, dans toute situation, il y a un jeu intérieur et un jeu extérieur. Le jeu intérieur, je vous l'ai expliqué, c'est toutes nos ressources, comment se connecter à toutes nos ressources internes pour pouvoir pallier aux interférences et faire face à l'adversaire. Alors, comment Galloway nous explique comment améliorer ce jeu intérieur pour pouvoir faire face aux obstacles et utiliser notre plein potentiel. Il explique que pour s'occuper de notre jeu intérieur, nous avons besoin de passer par ces 4 étapes. Être conscient de soi, être présent à soi, être conscient de notre état émotionnel, être conscient de nos stratégies internes, être conscient de nos pensées, des pensées qui nous traversent, être conscient de notre comportement dans l'instant, c'est-à-dire qu'il faut faire une photographie de ce qui se passe dans l'instant. Comment est notre action dans l'instant? Est-ce qu'elle nous permet d'obtenir de bons résultats ou pas? Il est question d'être lucide, de prendre du recul et de la hauteur et de se voir fonctionner. D'abord, comprendre l'état présent. Comment nous fonctionnons maintenant dans l'instant? Et à partir de là, on pourra aller vers le résultat que nous souhaitons. La deuxième étape, c'est que nous avons tous sans exception, expérimenté au moins une fois un état d'excellence. Au moins une fois. Si vous retournez vers vos souvenirs anciens et comment vous avez pu réussir certains projets, certaines tâches, relever certains défis, ou bien rebondir après certains échecs,
si vous allez visiter ces moments-là, vous allez voir qu'au moins une fois dans votre vie, vous étiez dans une forme de maîtrise de vous-même, dans un état d'excellence. Et à ce moment-là, il faut savoir se dire, par rapport à cet état d'excellence, est-ce que je suis à mon maximum ou est-ce que je suis un peu plus bas? Donc, ça s'appelle l'autocalibrage. Voir où est-ce que j'en suis par rapport à mon état d'excellence. La troisième étape, c'est l'auto-ajustement. C'est-à-dire que si dans l'instant, je vérifie que je ne suis pas à mon niveau maximal, je dois me poser la question, comment puis-je améliorer, augmenter ou diminuer ce niveau? Et puis, je vais aller chercher qu'est-ce qui déclenche chez moi cet état d'excellence pour pouvoir le maintenir dans la durée. Et à partir de cet état d'excellence, je serai dans une entière maîtrise de moi-même pour pouvoir offrir le meilleur jeu extérieur. Quand le jeu intérieur est aligné avec le jeu extérieur, la performance est au rendez-vous. Qu'est-ce que le coach offre? Galloway dit que pour accompagner le changement, nous devons nous appuyer sur 3 piliers. Permettre à notre client de vivre et d'expérimenter un espace de sécurité pour pouvoir entretenir une relation de confiance avec lui et par là augmenter son degré de confiance en lui-même. Donc déjà, tout se joue au niveau de la relation avec le client. Créer une relation de confiance. L'aider par des outils appropriés du coach. Je citerai l'outil le plus évident qui est le questionnement, mais aussi l'écoute et d'autres outils qu'utilise le coach. Le but n'est pas aujourd'hui de vous parler des différents outils de coaching, mais de vous dire succinctement l'enjeu du coaching se situe au niveau de créer cette relation de confiance, d'aider le client à grandir en conscience, donc de prendre conscience, et de l'aider aussi à construire des choix, à avoir des alternatives, à construire des options. Parce qu'il paraît que plus on a de choix, mieux ça vaut. Parce que ce n'est pas une question de volonté. Le changement n'est pas une question de volonté. Et vous le savez très bien. C'est pas, par exemple, si je me dis je veux perdre 10 kilos, c'est pas en répétant je veux perdre 10 kilos que je vais réussir à perdre les 10 kilos. C'est pas en répétant que je veux apprendre l'anglais commercial pour pouvoir animer mes réunions avec mes partenaires anglais, en disant je veux que je vais y arriver. Souvent, ça reste à un niveau de désir. Oui, je désire, mais comment passer à l'action? Qu'est-ce qui me freine?
Et là, il faut que je prenne conscience de ces interférences. Et entre moi et moi-même, des fois, ça prend beaucoup de temps et donc j'ai besoin d'un regard externe pour qu'il puisse jouer ce rôle de miroir et me renvoyer et me faire prendre conscience, m'aider à prendre conscience de ce qui freine mon évolution. Du coup, les choix. Lorsqu'on a le choix, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant d'avoir plusieurs voies pour atteindre notre objectif et de chercher la meilleure voie qui correspond à notre personnalité, à nos valeurs, à nos croyances, à nos compétences ou peut-être développer d'autres compétences. Mais plus nous avons de choix, mieux ça vaut. Donc, vous comprenez là que lorsqu'on veut entamer un changement, nous sommes face à des obstacles. Il y a des obstacles externes à nous, mais aussi des obstacles internes à nous. Et souvent, les obstacles internes sont les plus difficiles à dépasser parce qu'ils sont de l'ordre inconscient, parce que nous nous sommes enfermés dans des automatismes et des habitudes, jusqu'au point de devenir le poisson qui n'est plus conscient de l'eau où est-ce qu'il nage. Donc, nous avons besoin de sortir du bocal pour pouvoir observer cette eau et la rendre plus limpide et plus propice à la nage. Et bien sûr, il y a des contraintes extérieures. Il y a des contraintes extérieures. Quand l'obstacle extérieur rencontre l'obstacle intérieur, nous sommes devant un problème insoluble. Lorsque nous sommes devant des obstacles extérieurs et que nous sommes face à nos ressources intérieures, c'est-à-dire que si nous avons dépassé notre obstacle intérieur, quand on enlève cette interférence, ça va nous permettre de contacter notre trésor caché, nous allons contacter nos ressources intérieures. Et là, face au défi, on peut considérer qu'il devient possible de le relever. Lorsque nous sommes devant un obstacle intérieur, une peur, un doute, un manque de confiance en soi, un manque de compétences, une mauvaise stratégie, des croyances limitantes, ce sont des obstacles intérieurs. Quand l'obstacle intérieur va rencontrer des ressources extérieures, on appelle ça un coup de chance. On peut réussir une fois, mais elle ne sera pas durable, cette réussite. Lorsque les ressources intérieures rencontrent les ressources extérieures, là, le résultat est simplement magique. Donc, vous comprenez par là que notre jeu intérieur est fondamental pour l'obtention de résultats positifs qui nous permettent d'aller vers notre objectif et de l'atteindre. Le coaching va s'occuper de l'état d'esprit de son client. Parce que tout passe par là.
à performance égale, ou plutôt à compétence égale, celui qui l'emporte, c'est celui qui a un mindset positif ou un mental fort. Donc, c'est très important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit. La fille d'Erickson disait que notre esprit était une équipe, effectivement, parce qu'il y a le conscient, l'inconscient. Et dans l'inconscient, il y a tout ce qu'on a mémorisé. Il y a aussi bien notre potentiel, nos ressources, mais il y a aussi tous nos traumatismes, nos blessures, nos peurs, nos craintes, nos obstacles imaginaires, tout ce qu'on se raconte, la petite histoire qu'on se raconte. Donc, c'est très important d'aller faire attention à notre état interne et à la façon avec laquelle nous pensons. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à nos processus de pensée. Et c'est ce qui va nous amener à produire des actions, à avoir des comportements externes. Et nos actions vont produire des résultats. Et quand nos actions sont efficaces, on obtient des résultats positifs et nous sentons une satisfaction intérieure. Et nous sommes motivés pour aller de l'avant et aller relever d'autres challenges et d'autres défis. Nous allons maintenant voir quelques définitions du coaching. Le coaching est un métier complexe. Il est complexe. Parce que le coach ne donne pas de conseils. On ne donne pas de solution. On co-construit la solution avec le client. Ce n'est pas non plus un mentor, quoique cette dimension peut faire partie de la dimension du coach. C'est une des dimensions du coaching. Le mentor, il partage avec son client son expérience et ses croyances. Ce n'est pas non plus du tutorat. Ce n'est pas de la formation. Nous ne sommes pas des sachants. Le coach, ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Je sais que je ne sais pas. On est dans cet état d'accueil, d'ouverture, d'éveil, pour laisser place à l'expérience du client. Ce n'est pas de la thérapie, parce que la thérapie va aller résoudre des problèmes du passé, alors que le coaching est projeté vers l'avenir, présent et futur. On n'est pas dans le pourquoi de la thérapie, on est plutôt dans le comment. Ce n'est pas non plus du développement personnel, parce que le coaching est une relation contractuelle. Il y a cette compétence c'est la deuxième compétence qu'un coach doit avoir, c'est de savoir écrire, mettre en place un contrat de coaching avec son client. Et donc, c'est une des différences fondamentales entre les relations d'aide qui sont plutôt dans le développement personnel et la relation d'aide qu'est le coaching. C'est ce fameux contrat. Et c'est aussi une déontologie et une éthique que la Fédération internationale de coaching a posée et que vous pouvez aller consulter sur le site officiel de l'ICF.
Donc, le coaching n'est pas ça. Alors, il est quoi? Ben, il est un peu de tout ça en même temps. C'est-à-dire que nous devons être un peu de tout ça de façon intelligente. On parle d'intelligence situationnelle. Il est faux de croire que le coach a une baguette magique. C'est un des gros risques de l'exercice de coaching. Le client arrive et croit que le coach a une baguette magique. Il faut aussi faire attention à comment choisir votre coach. Parce qu'il existe des gourous, c'est-à-dire des manipulateurs qui peuvent développer, comme vous voyez, vous arrivez des fois avec des craintes, des peurs, peut-être que vous arrivez avec un état de vulnérabilité. Et là, il faut faire très attention à qui vous êtes en train de vous ouvrir, à qui vous êtes en train de raconter votre histoire. C'est un espace sacré, l'espace de coaching. Il y a des règles fondamentales de confidentialité, c'est un minimum, et de bienveillance et de non-jugement. On a besoin rapidement, ça prend le temps que ça prend, mais l'objectif premier du coach est de développer l'autonomie de son client et de ne pas développer la dépendance. Et c'est là que vous avez tous les droits. Je vous le dis, vous avez tous les droits. C'est la seule prestation qui vous donne tous les droits de demander à votre coach quelle formation il a fait, quels sont ses référents, est-ce qu'il a un superviseur, est-ce qu'il a un espace de thérapie, est-ce qu'il continue à se former de façon continue. Vous avez tous les droits de poser ces questions. Et faites attention aux apprentis sorciers qui ont fait des formations cocotte minute de deux jours pour s'annoncer coach. Et vous pouvez très bien le voir, comme je vous ai dit déjà, dans une façon un peu brouillonne de mener à bien la consultation de coaching. Exact. Le coaching est une vocation. On ne choisit pas d'être coach par défaut. On ne démissionne pas d'un poste pour aller faire du coaching et croire qu'on va trouver le paradis terrestre. Si ce n'est pas réfléchi, vous allez être déçu. Mais la posture de coach est une posture puissante. Vous pouvez être médecin et coach, vous pouvez être manager et coach, vous pouvez être dirigeant et coach. C'est-à-dire que vous pouvez développer cette posture de coach pour pouvoir rendre votre métier plus impactant, pour que vous puissiez devenir réellement de grands leaders. Développer une posture de coach est quelque chose de fondamental pour développer votre leadership. S'installer en tant que coach, ça demande une réflexion qui doit mûrir. Ça demande d'avoir déjà goûté à la réalisation de soi pour ne pas faire de l'espace de coaching un espace de projection de nos désirs de coach. Parce que je vous parlerai une autre fois de la santé. Peut-être que je vais écrire un article sur la santé psychique du coach. C'est très important. Il y a quelques articles sur Coaching News Magazine qui traitent du coaching et un très joli article de Manel Benchelloun que je vous invite à lire. Très, très intéressant.